Bonsoir à tous. Dans notre deuxième présentation aujourd'hui, il y en aura encore 3 autres au mois d'août. Voilà, le thème aujourd'hui, le principe anthropique. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce que c'est. L'homme au centre du cosmos, point d'interrogation. Alors en fait, avant que la Terre était le centre du cosmos, enfin, il y avait déjà eu des idées différentes, mais qui avaient été rejetées. Grâce à Galilée et Copernic, on a compris, ah non, la Terre n'est pas au centre. On a pensé, le Soleil est au centre. Mais avec les progrès de la science, on a découvert, oh non, le Soleil, il n'est pas du tout au centre. En fait, le Soleil, c'est une petite étoile perdue quelque part dans la banlieue de la Voie lactée, même pas proche du centre de la Voie lactée. Mais la Voie lactée, c'est aussi qu'une galaxie parmi tant d'autres, par des milliards d'autres. Donc, on se retrouvait et sentait un petit peu perdu, un petit peu paumé dans cet univers immense. Mais, donc, il y a, je crois que c'est dans les années 80, le principe anthropique a été énoncé. Et donc, ce principe anthropique, est-ce que notre existence est fortuite et le fruit du hasard, ou bien est-ce qu'il y a des paramètres finement ajustés qui font qu'il y a beaucoup plus que ça? Alors, pourquoi ce principe anthropique nous fait poser cette question? On va repartir déjà sur les faits avant l'énoncé du principe anthropique. Donc pas seulement par rapport au cosmos, mais donc en dehors de l'histoire de Galilée et Copernic, l'homme était quand même considéré comme au centre de la création d'une certaine manière, parce que le fruit d'une évolution, le sommet d'une évolution, même d'une création. À l'époque on ne parlait même pas d'évolution. Et puis avec Darwin, il nous explique, par le fruit du hasard et de la sélection naturelle, on est arrivé à l'être humain. Donc non seulement la Terre n'est pas au centre du cosmos, mais on a un être humain qui est arrivé là un peu par hasard, qui n'est pas du tout le sommet ou la perfection. Il est un peu plus bas encore, c'est Freud. Et Freud, il nous a parlé de l'inconscient et du fait qu'on n'était pas vraiment maître de nous-mêmes, on a des pulsions, toutes sortes de choses qui font qu'on ne contrôle rien. Donc l'homme n'est même plus au centre de lui-même, d'une certaine façon. Il n'est plus en situation de contrôle. Donc panique, qu'est-ce qui se passe? Alors, la naissance du principe anthropique. Donc il y a eu une première réflexion qui sont venues de Paul Dirac et Robert Dicke. Paul Dirac, c'est un prix Nobel, un des principaux acteurs de la physique quantique, un génie d'ailleurs, qui était autiste en plus. Et il s'est posé la question, pourquoi l'univers est-il si grand? Et pourquoi l'univers est-il si vieux? C'est-à-dire, pourquoi l'apparition de l'homme se fait dans un univers déjà immense, disproportionné par rapport à la taille humaine, et en même temps, avec 14 milliards d'années, ou près de 14 milliards d'années, c'est énorme. À côté de ça, depuis combien de temps l'homme existe, c'est une petite seconde. Alors, il y a des gens qui font d'ailleurs les calculs, ils disent si on prend la naissance de l'univers et qu'on met tout ça sur 24 heures, l'homme il est dans la même dernière fraction de seconde, etc. Alors, la formulation de ce principe anthropique, c'est l'astrophysicien Brandon Carter qui l'a formulé, et il a donné deux formes de ce principe. La première, c'est ce qu'on appelle le principe anthropique
faible. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce que nous pouvons nous attendre à observer doit être observateur. Autrement dit, je vais dire un terme un peu plus simple, mais c'est sa formulation à lui, hein, là, que j'ai respectée. Si nous sommes là, c'est que les conditions favorables à notre venue ont été là. Alors, certains vont dire, oh, la palisse n'aurait pas dit mieux. Hein. Ils disent, bon, c'est une taux exacte. Ça apporte des choses. Après, il y a le principe anthropique fort, qui lui dit, l'univers, et donc les paramètres fondamentaux de celui-ci, dont celui-ci dépend, doit être tel qu'il permette la naissance d'observateurs en son sein à un certain stade de son développement. Donc là, on va un peu plus loin, c'est-à-dire que, alors même là, ce principe anthropique fort, il y a même deux interprétations. On va dire, il se subdivise en deux, parce que le texte n'est pas absolument clair. Qu'est-ce que veut dire ce doit? Alors, il y a une première interprétation qui n'est pas finaliste, c'est-à-dire qui ne va pas dans le sens d'un but, d'un projet, d'une finalité, qui diffère quand même du principe anthropique faible, qui est juste l'essence d'observateurs, donc des êtres humains, alors que le principe anthropique fort dit les paramètres de l'univers dès le début, donc dès le Big Bang, devaient offrir en quelque sorte la garantie presque qu'une forme de vie telle. En fait, ça c'est une première interprétation, et l'autre interprétation c'est l'univers a été créé de façon qu'il puisse y avoir des observateurs. Alors, le principe anthropique présente-t-il un intérêt scientifique? Alors, vous avez beaucoup de matérialistes qui n'ont aucun intérêt scientifique. C'est juste intéressant pour les gens religieux, les croyants, etc. Mais non, c'est pas vrai. Même des gens comme Stephen Hawking, il a beaucoup changé. Au départ, il n'était pas du tout croyant. Puis peut-être sous l'influence de sa femme, il est devenu croyant. Puis en tout cas, maintenant, de nouveau, il est plus croyant, puisque dans son dernier livre, The Grand Design, où il y a-t-il un architecte dans l'univers, il dit la réponse est non. Mais il reconnaît la valeur du principe anthropique. Alors, le principe anthropique faible, il semble être une tautologie, mais il permet de prédire ou de confirmer certaines valeurs. Alors, je vais donner, il y a plein d'exemples, mais je vais juste en donner un, que je vais essayer de présenter le plus simplement. Au début, juste après le Big Bang, les éléments qui se sont constitués dans les premières minutes étaient juste de l'hydrogène, de l'hélium et un petit peu de lithium. Tout début, c'était que l'hydrogène. Les premières minutes, donc c'est très tôt. Puis, tous les autres matériaux ne se sont formés que dans les étoiles. Or, les étoiles, il a fallu plusieurs centaines de millions d'années, on estime, au moins 100 millions d'années, avant que les premières étoiles puissent apparaître. Mais cette réaction un peu en chaîne, au moins jusqu'au fer, après il y a des composés un peu plus rares d'ailleurs, mais jusqu'au fer, ça peut être d'une certaine manière quasi automatique. Donc, au bout de 14 milliards d'années, s'il n'y avait rien pour freiner cette évolution, on devrait avoir presque plus d'hydrogène et d'hélium. Or, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui encore, 14 milliards d'années après, il y a plus de 99% de l'univers constitué d'hydrogène et d'hélium. En gros, 75 et 25, et juste une petite fraction pour les autres matériaux. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a un élément qui s'appelle le beryllium, qui est extrêmement instable, et que par conséquent, c'est le chaînon, un peu le chaînon manquant, mais
il est présent quand même, mais très brièvement. Donc, il n'y a que dans certaines circonstances qu'on peut passer du beryllium. Et l'étape suivante, c'est le carbone, justement, qui est fondamental pour la vie. Mais alors, à cause de cette durée de vie très faible du beryllium, c'est des fractions de secondes, infimes, eh bien, il fallait qu'il y ait un état du carbone qui soit très proche de la valeur de l'état pour l'hélium et le beryllium. Je sais pas si... En tout cas, il ne fallait pas qu'il y ait de grosses perturbations, parce que si ça avait dégagé une énergie importante, cette réaction, le beryllium qui restait autour aurait disparu, serait devenu instable, donc il aurait fallu attendre qu'il y ait un autre atome de beryllium, etc. Donc on a dit, mais normalement le carbone a un niveau d'énergie qui était un peu plus bas que ça. Donc on a dit, à cause de ce principe anthropique, on a dit, il doit exister un état du carbone excité avec un niveau d'énergie correspondant. On l'a supposé. Je voulais juste donner un exemple, je ne vais pas faire un cours là-dessus, j'en serais d'ailleurs incapable, mais il y a d'autres conséquences comme ça où, en faisant des estimations, comment l'univers a évolué, etc., comment les éléments nécessaires à la vie se sont développés, qui permet de prédire certaines valeurs fondamentales. Aussi, ce principe anthropique, on peut dire, ouais, bon, mais la science est basée sur des faits. Or, il est basé sur un fait qui est avéré absolument, c'est le fait que nous existions. La seule chose qui permet l'énoncé du principe anthropique, c'est la réalité de notre existence. Alors peut-être certains philosophes arrivent à douter de leur propre existence, mais bon, en science on n'ira peut-être pas jusque-là. On n'ira pas vers un scepticisme complet. Donc c'est fondé sur quelque chose de très sûr, de très costaud. Alors le principe anthropique fort, lui, dans sa forme finaliste, ne peut être confirmé ou réfuté directement parce que c'est pas une loi de la nature, c'est juste un principe. Mais par les prédictions qu'il va faire, qui va entraîner sur les lois de la nature ou sur les constantes de la nature, indirectement, on va pouvoir vérifier sa réalité. Donc, on va pouvoir observer. Ça, c'est une chose importante en science. Si quelque chose n'est pas vérifiable ou réfutable, scientifiquement, ça n'a pas de valeur. Alors, ce principe anthropique fort implique notamment le réglage fin des paramètres de l'univers. Et c'est ce qu'on va étudier maintenant, le réglage fin. Donc, le réglage fin, c'est le fait que les paramètres au moment du Big, non seulement au moment du Big Bang, mais même après, devaient avoir certaines valeurs assez précises. Alors on va regarder ça. Donc on est oui, on est vraiment dans un équilibre instable, qui peut basculer d'un côté ou d'un autre. Alors, donc si l'univers a pu se développer, donner naissance aux étoiles, aux planètes et à la vie, c'est parce qu'il y a des lois fondamentales et des paramètres initiaux qui ont rempli certaines conditions précises. Alors là, parce qu'ils sont vraiment liés à ce principe anthropique. Alors, le premier, c'est la valeur de la constante cosmologique. Alors, la constante cosmologique, en gros, c'est quoi? On peut dire que c'est la force avec laquelle le Big Bang s'est fait. C'est-à-dire la vitesse. Ça va donner comme résultat cette constante, entrée dans les équations de la relativité, va donner la vitesse d'expansion, non seulement au départ, mais tout au long de l'évolution de l'univers. Alors, Einstein avait au départ introduit une constante cosmologique
tel que l'univers devait être stable. Mais, bon, lui, il n'était pas un super mathématicien, mais quelques-uns de ses congénères mathématiciens lui ont fait remarquer que ça ne marchait pas son truc. Vous avez vu la pierre tout à l'heure en équilibre instable, c'est ça. Pour que l'univers soit stable, il y a la gravitation qui tend à faire rétrécir, et si la constante cosmologique est telle que ça se compense exactement, mais selon où on est, il y a plus ou moins de gravitation, ça ne peut jamais se composer exactement, se compenser exactement, donc on va avoir toutes sortes de mouvements, attraction, répulsion, et donc il n'y aura pas de stabilité. Donc, il a dans un premier temps oublié cette constante cosmologique. Donc on va supposer qu'il n'y en a pas, vaut zéro. Mais après, on s'est aperçu récemment que si on mettait comme valeur 0, ben, l'univers devait au moins ralentir. On n'était pas sûr, est-ce qu'il allait même finir de son expansion et se recroqueviller sur lui-même ou continuer. Mais en tout cas, sa vitesse d'expansion devait se ralentir à cause de la gravitation. En fait, on a constaté qu'elle ne se ralentit pas, mais l'expansion de l'univers s'accélère. D'où on a supposé qu'il y a une forme d'énergie, qu'on a appelée l'énergie. Que cette énergie existe ou pas, en tout cas, il y a quelque chose qui fait que... et on peut l'exprimer sous forme de cette constante. Or, cette constante, telle qu'on l'estime aujourd'hui, elle a une valeur très faible. De l'univers, il y a une espèce d'énergie du vide, et qu'elle est très petite, elle est de l'ordre de 120 fois plus petite que ce qu'elle pourrait être au maximum. Donc une valeur extrêmement réduite. Oui? Oui, en fait, j'ai vu un extrait là-dessus sur une chaîne de télévision qui parlait de ce phénomène, et que eux, ils considéraient, par exemple, au niveau des planètes, de leur mouvement et tout ça, qu'il semblerait même qu'au contraire, certaines planètes se déplacent, sont mues par des forces qui sembleraient même plus puissantes que, c'est-à-dire les éléments physiques ne permettent pas à ces planètes soit de rester ensemble en cohésion, et pourtant elles le restent. Donc c'est qu'il y a une force qui est peut-être, bon, on dit des chiffres, mais ça ne veut rien dire. Oui, ça c'est la matière noire. Mais 90 fois plus forte que les forces visibles. On va peut-être y revenir dans la discussion. Oui, mais bon, comme ça parlait oui. sur ce thème, la force noire. L'énergie, oui. Alors, il y a deux choses. Il y a la matière noire. Oui. Ce dont tu parles, c'est plutôt la matière noire que l'énergie noire. Donc c'est deux choses différentes. Okay. Alors, il y a aussi un autre aspect, c'est ce qu'on appelle une très légère inhomogénéité du rayonnement de fond cosmologique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le rayonnement de fond cosmologique, c'est le fait que, à l'issue du Big Bang, plutôt, en fait, c'est 380 000 ans après le Big Bang, mais ça veut dire que l'univers était encore un bébé, parce que par rapport à 14 milliards d'années, 380 000 ans, c'est rien du tout. La lumière a pu apparaître, et donc il y a un rayonnement qui s'est fait dans tout l'univers. Ce rayonnement, à l'époque, était de l'ordre de, je crois, 6000 degrés ou 3000 degrés, mais maintenant, il s'est refroidi, il est de l'ordre de 3 degrés, mais pas 3 degrés Celsius, 3 degrés Kelvin, c'est-à-dire moins de 270 degrés Celsius. Et il est très homogène dans tout l'univers. Mais les mesures les plus récentes ont montré qu'il était très légèrement inhomogène, pas tout à fait homogène. Et c'est de l'ordre de 1 100 millième, il y a des variations de 1 100 millième. Donc c'est vraiment très faible. Mais c'est juste ce qu'il faut pratiquement. S'il n'y avait pas de variation du tout de ce rayonnement, eh bien, qui est issu du Big Bang, même s'il apparaît qu'après, on n'aurait pas pu, les étoiles, tous les éléments ne se seraient pas formés, parce que l'univers était trop homogène, c'est comme une soupe parfaite, il n'y aurait aucun grumeau dans la soupe. Mais pour une soupe c'est bien, mais pour l'univers ça n'aurait pas été bien, parce que jamais les étoiles n'auraient pu se former. A l'inverse,
si ça avait été trop, s'il y avait eu trop de variations, on aurait eu des formations colossales et plus les étoiles sont grosses, on pourrait penser qu'une grosse étoile, ça va être comme un gros morceau de charbon, ça va durer plus longtemps avant de se brûler, mais c'est l'inverse. En fait, les grosses étoiles, c'est comme des... Les grosses étoiles se consument très rapidement. Donc, s'il y avait eu des trop grosses formations, des trop gros grumeaux dans la soupe, en quelque sorte, eh bien, les étoiles auraient brûlé en un rien de temps, et bien sûr, jamais la vie n'aurait pu apparaître où que ce soit dans l'univers. L'identité au signe près, bien sûr, de la charge du proton et de l'électron. Alors, ça peut paraître simple et idiot, mais tant qu'on pensait que le proton était une particule élémentaire, donc c'était pas illogique que le proton, même si sa masse est extrêmement différente de celle de l'électron, qui ait une charge plus et une charge moins, qui soit assez différente, qui soit égale. Mais en fait, on sait depuis que le proton est fait de quarks. Et ces quarks, leur charge c'est 1/3 ou 2/3, il y a des plus et des moins, de la charge de l'électron. Et cette égalité-inégalité, donc parce que le proton il est formé de 2/3 plus 2/3 moins 1/3, ça donne exactement la charge opposée de l'électron. Mais d'où vient ce rapport? 1/3, c'est moins logique que juste une stricte égalité. Donc les éléments élémentaires, ils ont exactement en plus ou en moins le tiers de la charge d'un électron. D'où ça vient? En tout cas, ça ne peut pas être un hasard. Donc c'est soit parce qu'il y a un élément commun derrière, etc. Mais on sait que les éléments communs, c'est plutôt l'antimatière, donc l'électron il a son positron. Donc dans tous les cas, c'est une identité qui n'est pas facile à expliquer. Et on sait que s'il y avait le moindre écart entre la charge du proton et de l'électron, ce serait une catastrophe dans l'univers, parce que ce déséquilibre électromagnétique ferait que tout volerait en éclats. L'intensité de la force nucléaire, là aussi c'est un réglage fin. Il fallait que les forces nucléaires qui sont la source de l'énergie des étoiles, c'est par des réactions nucléaires que le Soleil produit de la chaleur et nous donne cette chaleur. Vous connaissez la bombe atomique, la bombe H. On essaye aujourd'hui d'ailleurs de fabriquer, est-ce qu'on peut fabriquer de l'énergie atomique à partir de la bombe H? On contrôle à peu près, mais même là on a des accidents, donc c'est pas toujours de contrôler, parce qu'il faut, c'est des températures énormes, il faut des conditions. Mais dans le Soleil, c'est ce qui se passe. La réaction nucléaire du Soleil, c'est pas une bombe A, c'est une bombe H. Et cette réaction se contrôle toute seule. Il n'y a personne pour faire des réglages. Les réglages, ils sont initiaux. Depuis, ça donne des valeurs. Il ne fallait pas que justement des étoiles comme le Soleil se consument, fassent comme une bombe, c'est-à-dire en un rien de temps que tout se transforme en énergie. Mais il fallait que ce soit suffisamment puissant pour que la réaction démarre. C'est d'ailleurs ça le problème actuellement pour fabriquer, ce projet ITER qui est en France, pour pouvoir fabriquer de l'énergie nucléaire à partir de cette réaction-là, il faut une puissance énorme qui ne peut être faite que par une bombe A, l'équivalent d'une bombe A, donc une réaction nucléaire haute, mais qu'on puisse quand même contrôler. En tout cas, il faut une chaleur énorme déjà pour initier la réaction. Donc il fallait que ce soit une valeur telle que naturellement ça se déclenche, mais que la réaction en chaîne qui suit soit pas trop forte, se multiplie pas trop. Donc ça c'est aussi tout un savant réglage, on va dire. Le niveau d'énergie des éléments chimiques, ça c'est un petit peu ce dont j'ai parlé avec le béridium tout à l'heure quand j'ai donné cet exemple. Car bon, il y a d'autres exemples, mais je ne vais pas m'attarder trop sur tout ça.
Et le rapport des interactions fondamentales, c'est-à-dire entre les... Il y a 4 forces fondamentales, l'interaction nucléaire forte, l'interaction nucléaire faible, la force électromagnétique et la gravitation. Or, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la gravitation est de très loin la plus faible de toutes. Simplement parce qu'à l'échelle du cosmos ou à notre échelle déjà, ben, c'est la seule qu'on ressent vraiment. On ne sent pas ce qui se passe à l'intérieur de nos atomes, mais je veux dire, ce sont des forces beaucoup plus puissantes. C'est pour ça que l'énergie nucléaire donne des énergies telles, parce que c'est des forces beaucoup plus puissantes. Donc, rien à voir avec, par exemple, la gravitation dans un barrage hydroélectrique, c'est ça qui produit de l'électricité. Mais il faut une sacrée hauteur, etc., pour produire une énergie. Là, avec l'énergie nucléaire, avec quelques milligrammes de produits, on peut arriver à des choses très fortes. Donc, elle est à peu près de l'ordre de 10 puissance 40 fois plus faible que la force électromagnétique. C'est-à-dire un 1 suivi de 40 zéros fois plus faible. Là aussi, on peut difficilement s'imaginer que ça puisse être un hasard. Parce que, alors, si elle avait été un peu plus forte, bah, c'est ça, pareil, l'univers n'aurait jamais pu s'étendre, ça se serait ratatiné par rapport aux autres, tout en relation par rapport aux autres formes. Si elle avait été trop faible, un peu plus faible, l'univers se serait répandu sans que des étoiles puissent se former. Donc il faut un savant équilibre entre toutes ces forces. Alors, ces faits sont... La plupart des scientifiques, je ne vais pas dire tous parce qu'il y en a quelques-uns qui contestent quand même, mais la plupart des scientifiques reconnaissent donc ces faits, quel que soit leur point de vue philosophique, et notamment Stephen Hawking, donc, qui est non-croyant, dit que nous vivons dans un univers où la vie est possible, mais si l'univers était juste légèrement différent, des êtres comme nous ne pourraient pas exister. Que devons-nous penser de ce réglage fin ? Est-ce une preuve, après tout, que l'univers a été conçu par un créateur bienveillant, ou bien la science a-t-elle une autre explication? Donc lui, il pense que la science a une autre explication. Mais on va voir, justement, quelles sont les autres explications, et pourquoi. Alors, après cela, il y a quand même encore un autre aspect, donc, qui est toujours lié au principe anthropique. Taille, âge et forme de l'univers et position de la Terre. Alors, les éléments indispensables à la vie ont pris plusieurs générations d'étoiles. Pourquoi? Parce que dans les premières étoiles, il n'y a pas d'éléments lourds. Les premières étoiles qui se sont formées. Et du fait qu'il n'y avait pas d'éléments, c'était pas évident d'initier la réaction parce que le fait d'avoir des éléments lourds permet de diffuser la chaleur, ce qui n'était pas évident. Donc il fallait des pressions énormes, il fallait des tailles énormes, et elles ne se sont pas. Donc on sait, en tout cas sûrement que le Soleil n'est pas ce qu'on appelle une étoile de première génération, mais même on suppose que c'est une étoile de troisième génération. Or, comme la durée de vie d'une étoile est de l'ordre de milliards d'années, avant qu'il y ait des étoiles de troisième génération qui se forment, et actuellement le Soleil est déjà à, ça fait 5 milliards d'années environ qu'il existe, ça veut dire que pour avoir quelque chose qui ressemble à la vie, il a fallu des milliards d'années. Donc ça explique déjà l'âge. De plus, il est à la moitié de sa vie, le Soleil. Oui. Et donc, en plus, d'où la durée estimée, avant même d'avoir des mesures précises qu'on a maintenant avec Planck, on a estimé que la durée de vie de l'univers dans le passé était d'au moins 10 milliards d'années. Il n'y a pas si longtemps, de 13-15 milliards d'années, mais on disait entre 10 et... En réalité, c'était entre 10 et 20. Alors depuis, on a eu des précisions, on est arrivé, on a dit 13,7. Le 13,7, c'était encore plus ou moins 200 ou 300 millions d'années. Maintenant, on est à 13,820. Alors là, je suppose que c'est à 150 ou... Enfin, c'est déjà encore plus précis. C'est pas possible de faire des analyses carbone pour l'univers. Non. Donc, alors, de plus, l'univers n'a pas de centre. Donc, parce qu'on dit,
ah oui, la Terre n'est pas au centre de l'univers. Mais en fait, en réalité, l'univers n'a pas de point central. Parce que l'univers est quelque chose qui est courbe, sans que c'est passé par la relativité générale. Donc si vous vous baladiez en ligne droite toujours dans l'univers, eh bien, à un moment donné, en admettant que vous voyagez à une vitesse infinie, vous pourriez revenir à votre point de départ. Pourquoi une vitesse infinie? Parce que comme l'univers est en expansion, si vous ne voyagez pas à une vitesse infinie, vous allez revenir. L'endroit où vous êtes parti sera complètement dépassé ou dispersé. Mais ce qui veut dire à l'inverse, en chaque point, on peut se considérer qu'on est le centre. Vous prenez une map monde. Quand vous regardez une planisphère européenne, qu'est-ce que vous allez avoir au centre de cette planisphère? L'Europe. Vous allez au Japon, vous aurez une planisphère qui aura pour centre le Japon. Vous allez aux États-Unis, il y aura une planisphère qui aura pour centre l'Amérique. Pour les abeilles, leur centre d'univers, c'est la reine de la ruche. Okay. Au centre de pratiquement chaque galaxie, il y a un trou noir. Donc, c'est mieux de ne pas être au centre d'une galaxie. C'est pas la bonne position. En plus, la Terre, elle est à la bonne distance du Soleil, pas trop chaud, pas trop froid. Et aussi, elle a sa stabilité grâce à la Lune. Autrement dit, les autres planètes du système solaire, on sait qu'elles tournent dans leur axe, dans n'importe quelle direction. Autrement dit, elles n'ont pas un pôle nord et un pôle sud qui restent toujours plus froids que l'équateur qui reste très chaud. Et donc, il n'y a pas une alternance régulière des saisons sur les autres planètes qui est très importante pour le développement de la vie. Donc ça, c'est tous des petits détails, mais qui font que... C'est comme une vue étroite, hein, parce que... Alors, les scénarios possibles. Les applications du principe anthropique. Alors, voilà, il y a un certain Trinh Xuan Xuan qui a dit « Si nous acceptons l'idée qu'il n'existe qu'un seul univers, parce qu'il y a la théorie des multivers, le nôtre, nous devons postuler l'existence d'une cause première qui a réglé d'emblée les lois de la physique et les conditions initiales. » Alors pourquoi? C'est une simple question de probabilité. Soit vous dites que même si les chances étaient infimes que la vie apparaisse, vous dites ouais, bon, c'est un pur hasard. Bon, moi je veux bien, mais... soit il y en a qui ont sorti la théorie des multivers en disant si c'est parce que quand il y a plein de gens qui jouent au loto, il y en a toujours un quand même qui gagne. Donc le loto de l'univers, c'est la même chose. Alors, mais avant d'arriver à cette conclusion, on va quand même regarder un peu plus en détail les autres alternatives. Alors la première, le hasard pur. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, je vais essayer de copier ça. Tiens, je fais un 3, on est le 3e jour du 3e mois, il est 3 h du matin, quelle coïncidence. Bon, c'est un petit truc humoristique. Alors, ceux-là disent, bon, le réglage fin, c'est un pur hasard. Bon, c'est bien tombé pour nous, tant mieux. Le principe anthropique, il ne fait que constater cette coïncidence, c'est tout. Et ça n'apporte rien. Il n'y a rien de plus à comprendre. Ben oui, si c'est un hasard, il n'y a pas d'explication, etc. Alors, c'est plutôt frustrant et ça n'explique rien du tout. Alors, voilà, donc ça, on peut éliminer. Alors, la nécessité. Alors, il y en a une autre théorie qui dit les paramètres du Big Bang, les rapports entre les interactions fondamentales, tout ça, c'est le résultat d'une nécessité. C'est-à-dire que il doit y avoir des explications pourquoi il y a tel rapport entre la force de gravitation, etc. Donc, on ne sait pas encore, mais dans le futur, on va trouver les liens et les raisons des valeurs de toutes choses. Alors, sachant qu'effectivement, il y a un certain nombre de paramètres ou de choses qu'on peut expliquer de façon logique en science.
Donc c'est l'espoir qu'un jour on trouvera ce qu'on appelle Theory of Everything, une théorie du tout. Mais qui a mis le feu aux équations? Alors ça c'est une expression de Stephen Hawking justement, qu'il a écrite à un moment où il était croyant encore, justement. C'est-à-dire que, bon, si j'ai un outil mathématique qui me décrit parfaitement l'univers à partir d'une simple équation et tout, je déduis absolument tous les paramètres, toutes les valeurs, etc. Mais comment ce système, comment cette théorie, cette logique se met en action dans la réalité? Comment ça devient une énergie qui avance et qui obéit à ces lois? D'où viennent ces lois, ce concept? Ça peut difficilement s'expliquer. Donc on recule le problème. On arrive à expliquer ceci par cela, mais il y a un point de départ que lui, on devra admettre et qu'on ne peut pas expliquer en fait. Alors, disons que c'est quand même un peu plus costaud que le pur hasard, parce qu'on a un point commun. Alors, les multivers. Alors, il y a toutes sortes d'univers, et il y en a qui marchent et il y en a qui ne marchent pas. Alors, vous voyez, là, il y a Dieu qui essaie de gonfler, puis il a gonflé trop fort, il a éclaté, il a dit « Bon, je recommence avec un autre, mais j'y vais plus doucement sur la fin. » Donc, l'idée qu'il y a eu de toutes sortes de tentatives, entre guillemets, mais bon, les gens qui défendent cette idée, ça c'est juste l'humour, ça veut dire, bon, bah, il y a des univers qui ont des lois différentes et dans lesquels ça ne marche pas ou ça marche. Alors, leur point de vue, c'est s'il existe un univers dans lequel nous existons, c'est parce qu'il en existe une quasi-infinité où il n'y a même pas de vie. Bon, ça a fait flop, quoi. Alors, ce sont les théories des multivers. Je dis les théories parce qu'il y en a plusieurs. Il y a des différentes théories des multivers. Alors, vous avez des multivers où il y a des univers parents et des univers enfants qui sont engendrés par ces des univers dans lesquels vous avez des soi-disant brans, ce qu'on appelle des brans qui se rencontrent, ça crée un Big Bang, ça crée un univers. Vous avez une théorie dans laquelle il y a un hyper-univers dans lequel il y a des bulles et il y a des Big Bang qui se font un peu ici, partout et là. Alors, comment on en est arrivé à ces idées? Alors, en dehors du fait que ça expliquerait le hasard heureux dont nous sommes bénéficiaires, c'est parce qu'elles permettent de rassembler plusieurs hypothèses. C'est ce qu'on appelle l'inflation éternelle. Alors l'inflation éternelle, c'est l'idée que l'univers est en expansion, cet hyper-univers est en expansion rapide, continuelle, et puis de temps en temps, il y a un Big Bang, et qui au départ suit ce même rythme, et puis après ralentit dans son expansion. Ce qui fait d'ailleurs qu'il ne va jamais toucher un autre univers, puisque à cause de cette inflation éternelle, ces univers s'éloignent. Alors ça a un petit inconvénient, cette théorie. C'est que comme on n'aura jamais de contact avec ces autres univers, on ne pourra jamais prouver est-ce qu'ils existent ou pas. Donc l'argument qu'ont les matérialistes, donc c'est pas scientifique, on ne peut pas le prouver, mais là on peut dire, ouais, vos multivers, là, vos autres univers, on ne peut pas non plus ni les toucher, ni les voir, ni les expérimenter, donc ça reste un peu de la théorie. Alors c'est aussi parce que dans la théorie des cordes, on a des diversités multiples d'agencement des lois, et on a dit, bah, dans un univers elles existent, et dans l'autre c'est un autre système de lois. Sauf que jusqu'à présent, on n'a pu trouver aucune confirmation ni de la théorie des cordes, initiale, qui a de toute façon déjà été abandonnée, ni de la théorie suivante, qui est la théorie des supercordes. Aucune de ces théories n'a pu être confirmée. Donc, on se trouve face à des théories difficilement réfutables. Alors justement, en science, le problème, c'est qu'il faut pouvoir... La théorie doit être réfutable, c'est-à-dire on peut la confirmer ou l'infirmer. En fait, on n'insiste plus sur le fait qu'on puisse l'infirmer, parce que c'est ça qui va montrer sa validité. Alors voilà, ça c'est au milieu. Où suis-je? Je ne vais jamais me dépatouiller de leur satanée théorie. Donc.
Alors, voilà, j'ai gardé pour la fin. Et si l'homme était vraiment au centre du cosmos, alors dans quel sens? Nous sommes faits de matériaux rares dans l'univers, 0,01%. Parce que, par rapport déjà à la matière, ça représente, je crois que c'est 0,2%, mais la matière classique ne représente que 4% de l'énergie totale, puisqu'il y aurait à peu près, en gros, 20... Bon, maintenant on a 27, 28 et 69 ou 70% d'énergie sombre ou d'énergie noire. Donc, ce qui est rare et précieux, donc, on est fait d'éléments très précieux. Aussi, nous sommes, et ça c'est important, au milieu de toutes les tailles possibles de l'univers. Alors ça c'est intéressant, on part de ce qu'on appelle la dimension de Planck, qui est la plus petite taille qu'on puisse imaginer, qui est 10 puissance moins 33 cm, jusqu'à la taille de l'univers observé. Et alors ça fait un rapport de 60, 10 puissance 60, et on est exactement à 30 entre les deux. Donc on est aussi grand par rapport aux plus petites dimensions que l'univers est grand par rapport à nous. C'est le même rapport. C'est assez intéressant. Donc dans ce sens-là, nous sommes au milieu. De la Voie lactée, je reprends mon expression que le Soleil est dans la banlieue, et on est loin du centre-ville, si j'ose dire, le centre de la galaxie, où il y a un gros trou noir, donc il y a beaucoup de bruit, d'énergie, d'agitation. On est bien dans cet endroit calme, à la bonne distance du Soleil, pas trop chaud, pas trop froid, avec de l'eau, de l'oxygène à profusion. Voilà. Dans le cosmos, on ne serait que des banlieusards, quoi. Donc, on est dans une bonne zone, en fait, dans une bonne zone. Et aussi, on est justement, comme tu le disais, actuellement, c'est la moitié de la vie de la Terre et du Soleil. Donc, on a la Terre à 4,5 milliards d'années d'existence. On devrait en avoir, si on ne fait pas les idiots, on devrait pouvoir l'utiliser encore pendant au moins quelques milliards d'années. Ça nous laisse du temps devant du point de vue du cosmos. Après, il y a d'autres considérations, mais qui sont sur lesquelles nous sommes davantage responsables. Et donc on a le temps pour trouver d'autres solutions d'ici à ce que le Soleil ne nous réchauffe plus de sa lumière, ou nous englobe, parce qu'en fait il va devenir une géante rouge. Donc on ne sait pas qu'on va avoir froid, on va plutôt avoir très chaud quand le Soleil va mourir. Très chaud, très froid. Peut-on réveiller mieux? Voilà. Alors, le bon scénario donc. En dehors des paramètres numériques et des lois de l'univers, il y a quelques autres arguments en faveur d'un créateur qui aurait tout planifié. Alors, un qui va justement à l'encontre de cette fameuse théorie des corps de supercorps. La théorie des corps de supercorps suppose qu'on est dans un espace à 10 dimensions, au moins. Donc, il y a toujours une dimension de temps, il y a 3 dimensions d'espace classique, plus 6 dimensions qui sont si petites enroulées sur elles-mêmes, 3 et 6, 9, plus 1, 10 dimensions. Mais en fait, si on essaie de réfléchir logiquement à un espace qui a moins ou qui a plus de 3 dimensions, on se heurte à des problèmes. Alors 2 dimensions, imaginez, on ne peut jamais avoir un cerveau dans un espace à 2 dimensions. Parce que tout devient très instable. Les mouvements des corps célestes, etc., ce serait le chaos. C'est le chaos. Vous ne pouvez même pas lasser vos souliers dans un espace à 4 dimensions. On ne peut pas faire de nœuds, ça n'existe pas. Enfin, il y a il y a des gens, alors de toute façon c'est un peu difficile à se représenter un espace à 4 dimensions, mais il y a des gens qui ont fait tous les calculs mathématiques nécessaires et qui ont montré que un espace à 3 dimensions c'est hyper bien, ni plus ni moins, c'est parfait. Alors, un autre argument donné par Ting Xiang, l'existence de l'univers n'a de sens que s'il contient une conscience capable d'apprécier son organisation, sa beauté et son harmonie. Est-ce que vous regardez l'univers ou
je fais quelquefois des présentations où je montre de très belles photos de la nature, etc. C'est extraordinaire. Mais s'il n'y a personne pour apprécier tout ça, j'ai pratiquement terminé. Alors, le développement de la vie, y compris les catastrophes qui ont façonné la Terre, c'est un T, j'ai mis un R, peut être considéré également comme un plan et non une succession de hasards heureux. Alors, je vais vous donner quelques exemples, et ce sera ma conclusion finale. Déjà, la formation de la Lune. Je ne sais pas si vous savez comment la Lune s'est formée, mais c'était un cataclysme. La Terre a été frappée par une autre planète, de la taille de Mars, donc c'était pas un petit truc. Hein. Alors Mars est plus petit que la Terre, mais c'est quand même assez imposant. Et du coup, ça a arraché des morceaux de la Terre, il y en a une partie qui est rentrée, il y a une espèce de mélange. Autour de la Terre, il y a eu toutes sortes de débris qui se sont rassemblés. Et puis finalement, alors certains ont été dispersés, mais une partie de ces débris a formé la Lune. Et c'est ce qui a permis la stabilisation de l'axe de rotation de la Terre. Un aspect extrêmement important pour que la vie puisse apparaître. Alors, les gens vont dire, ah, vous voyez, c'est le fruit du hasard. Moi, je dis non, c'est pas le fruit du hasard. Même ça, c'était planifié. Après, vous avez d'autres grandes catastrophes au Permien, enfin, il y a 500 millions d'années où presque toute la vie a disparu, mais en même temps, il y a un nouveau cycle qui a commencé avec une floraison. Floraison, c'est peut-être pour les animaux, c'est pas le cas. En tout cas, un foisonnement extraordinaire de toutes sortes de nouvelles vies qui sont apparues et qui a permis notamment le fait que la vie est sortie hors de l'eau, pour la première fois. Et puis vous avez, il y en a encore un autre, mais les plus spectaculaires, le dernier, le plus spectaculaire, c'est l'extinction des dinosaures. Il y avait une émission sur Arte il y a quelques jours là-dessus qui était super, sur les volcans, et qui montrait le rôle important des volcans. Parce que s'il n'y avait pas de volcans, eh bien imaginez, supposons qu'on ait eu les mêmes quantités d'eau et de matière après, ben on pourrait être que des êtres vivant sous l'eau, parce qu'il n'y aurait aucune terre émergée. Parce que tout serait, si tout était à peu près égal, on serait recouvert par une couche d'eau. Sachant que justement, pourquoi la Terre est ronde? Est-ce que vous savez pourquoi la Terre est ronde? Ou presque. Elle est légèrement aplatie au pôle, mais puis il y a les montagnes. Vous avez une idée? Non? C'est à cause de la gravité, justement, et la rotation. La Terre tournant autour d'elle-même à la gravité, en fait, au départ, elle est dans un état très pâteux, pratiquement liquide. Donc et donc, c'est comme une goutte d'eau, sauf que la goutte d'eau, elle est soumise à une gravité dans un sens, donc elle n'a pas une forme vraiment sphérique. Mais si vous mettez une goutte d'eau ou de l'eau dans un endroit où il n'y a pas de gravité, autre que sa propre gravité, ça va former une sphère. Donc la sphère est la forme naturelle de corps suffisamment gros. Alors les petits astéroïdes, bon, c'est des rochers qui se sont détachés, etc. Puis alors, c'est déjà presque solide, donc c'est différent. Et donc, s'il n'y avait pas eu les volcans, quand la Terre s'est refroidie, eh bien, ça a permis des irrégularités, des montagnes, des vallons, et le fait qu'il y ait des terres émergées. Et il y a une espèce de réaction constante entre les deux, entre la formation volcanique, etc. Donc cette espèce de violence est pratiquement nécessaire et a été un rôle important pour que la vie apparaisse. Et en même temps, donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, à la fin de la vie des dinosaures, qui ont quand même régné sur la Terre pendant environ 200 millions d'années? Eh bien, premièrement, il y a eu un astéroïde qui est tombé sur le Mexique, non pas sur le Mexique, mais dans les eaux proches du Mexique, qui a créé un cataclysme effroyable. Et quasiment en même temps, ou en réaction peut-être à ça, il y a eu d'autres endroits où justement, ce qu'on appelle les points chauds, le magma est sorti, ça a perturbé tout le système, et donc il y a des nuages énormes, le soleil n'arrivait plus à percer, donc
mort de végétation, etc. Les dinosaures herbivores qui mangeaient des quantités énormes n'ont pas pu survivre. Ceux qui étaient carnivores, ben, ils n'avaient plus leur nourriture non plus, ben, ils n'ont pas survécu. Qui a survécu? Des tout petits mammifères qui ont réussi dans le sol, etc., à se protéger des problèmes. Mais grâce à eux, nous sommes ici, parce que nous sommes issus des mammifères. Alors là aussi, vous pouvez dire, ah, vous voyez, un pur hasard. C'est uniquement parce qu'il y a eu cette catastrophe, cette coïncidence due au hasard, que nous sommes là. Mais on peut retourner à l'inverse, on se dit, la Lune, le Permien, le dinosaure, ça fait quand même beaucoup de coïncidences, des catastrophes. Non, mais moi, j'aime... Et alors, attendez, j'ai pratiquement fini, et on fera la discussion après. Et donc, l'idée que même ces catastrophes, qu'on considère être des événements fortuits, ne sont pas des événements fortuits, mais sont le résultat d'une planification. Alors, je pense que j'ai fini. Donc, tout n'est pas forcément le fruit du hasard ou de la nécessité, mais donc l'idée qu'il y a une direction à l'univers, et c'est une des choses qui peut être exprimée justement par ce principe anthropique.